Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. On vous présente aujourd'hui une édition spéciale, nos coups de cœur communautaires de la dernière saison. Durant la prochaine heure, nous vous présenterons des organismes à but non lucratif, des regroupements citoyens et des coopératives qui offrent des services aux Montréalais. Dans quelques minutes, nous vous présenterons le Centre Montréal autochtone et les cours de langue qui sont offerts à la population. Mais tout d'abord, un organisme on ne peut plus pertinent à l'époque où nous vivons, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence a été créé il y a bientôt 1 an. Financé par les 3 paliers de gouvernement, l'organisme a effectué dans les derniers mois plus d'une centaine d'interventions afin de prévenir les dérives et d'intervenir en amont avant que des actes malheureux soient posés. Pour dresser le bilan de leur première année depuis leur fondation, nous accueillons Herman Deparé-Sokomba. Il est directeur général du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Monsieur Deparé-Sokomba, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. Dans un premier temps, dites-nous un peu quelle est la mission, quel mandat vous avez reçu au départ de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec pour la fondation, dans le fond, de votre centre. Écoutez, le centre, ça découle d'un constat. Le constat est fort simple, c'est que l'approche ultra-sécuritaire en elle-même ne suffit pas pour prévenir les actes de terrorisme. On a vu Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons vu Ottawa, et ajouter à cela le fait que sur le terrain, on avait des préoccupations des familles par rapport à tout le phénomène de la radicalisation. Et de là est partie l'idée par le maire de Montréal, M. Denis Coderre, de mettre en place une structure qui va permettre évidemment de répondre aux préoccupations des parents, de la communauté par rapport à la question de la radicalisation. Avant le centre, les parents n'avaient qu'une seule alternative, c'était celle d'appeler la police lorsqu'on avait des questionnements. On a eu par exemple le cas du parent du jeune de 15 ans. Ce papa, préoccupé de la situation de son enfant, qu'est-ce qu'il a fait? C'était d'appeler la police. Donc, ce qu'on fait avec la création du centre, c'est qu'on propose une autre alternative que celle de la judiciarisation, c'est de permettre aux citoyens de Montréal, du Québec, d'appeler lorsqu'ils ont des questions ou de préoccupations par rapport à la question de la radicalisation. Donc, c'est de là est née l'idée de mettre en place cette structure, une organisme à but non lucratif. Voilà. Vous disposez de combien d'employés, de quel budget? Alors, on est de 2 millions à parité par le gouvernement du Québec et bien sûr de la Ville de Montréal. On parle d'environ 17 employés qui travaillent à temps plein, des psychologues, des travailleurs sociaux, des politologues, des criminologues qui sont là, évidemment, pour soutenir, répondre aux préoccupations des citoyens de Montréal et du Québec en général. Et votre rôle, comme je le disais d'entrée de jeu, puis comme vous l'avez mentionné, c'est d'intervenir en amont, dans le fond, de prévenir que des actes malheureux soient posés. Est-ce que, jusqu'à présent, les interventions que vous avez faites, c'est surtout auprès de gens qui sont plus jeunes, d'adolescents, de jeunes adultes? Est-ce qu'il y a une catégorie démographique particulière? Écoutez, vous savez, non. D'abord, faut comprendre une chose. Lorsqu'on parle de radicalisation menant à la violence, être radical en soi n'est pas une mauvaise chose. Hein. Au contraire, être radical, c'est une bonne chose dans la mesure où on a eu Gandhi. Dans le sens français du terme. Oui, on le voit plus en France, le terme radical. Absolument. Gandhi, Mandela, Martin Luther King, ce sont des personnes qui étaient d'une certaine époque radicales. Mais ces personnes n'ont jamais utilisé la violence. Lorsqu'on parle de la radicalisation dans notre temps moderne, c'est lorsqu'on utilise la violence à des fins idéologiques. Donc, je vous dirais que oui, donc il y a toute une panoplie de profils, ou même si j'aime pas le terme profil, d'individus qui vont se radicaliser. C'est pour cela, au centre, l'approche du centre qui fait aujourd'hui la fierté du Québec, c'est que nous abordons la question de la radicalisation dans une approche globale. Donc, on traite autant de la radicalisation de l'extrême gauche-droite que de la radicalisation liée à la religion. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons reçu plus de 600 appels sur l'ensemble du territoire du Québec. 60% des appels que nous recevons, ce sont des appels liés à des préoccupations de radicalisation liées à la religion et 40% sont des appels qui touchent davantage la radicalisation liée à l'extrême gauche-droite. Donc, c'est vrai, dans toute forme de forme de criminalité, de catégorisation des criminalités, on trouve des âges qui varient. Quand on parle de la radicalisation liée à la religion, oui, effectivement, on a un très grand bassin qui touche les jeunes en particulier. Et vous, c'est peut-être quelque chose que vous voyez moins pour l'autre 40% de radicalisation. OK. De ce qu'on en comprend, il y a beaucoup de ces interventions-là qui étaient reliées justement à de la radicalisation, à l'islamisme radical. Mm-hmm. Disons, bon, c'est de par les attentats qu'il y a eu, mm-hmm. c'est un peu le stéréotype de la mm-hmm. radicalisation. Il y a d'autres formes de radicalisation religieuse, dans le fond, que l'islam radical.
Ah, bien sûr. D'abord, il faut être très prudent. Il ne faut pas faire la comparaison avec le phénomène qu'on voit en Europe. Hein. C'est vrai, oui, on a le même phénomène de radicalisation, mais les causes, les moyens, la manière d'y arriver n'est pas la même. Et les raisons qui mènent à ça ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes. On a une particularité au Québec qui peut amener des jeunes, des individus à se radicaliser. Donc, elle est très disparate, etc. Oui, effectivement, quand on regarde, il y a des préoccupations de radicalisation liées à la religion musulmane, comme on a des préoccupations de radicalisation liées à d'autres formes de religion, comme les pentecôtismes. J'ai eu des appels récemment là-dessus. Les témoins de Jéhovah, par exemple, où les parents vont appeler, ont des préoccupations de radicalisation de leurs proches. Donc, ce n'est pas que l'islam. C'est vraiment un phénomène qui touche beaucoup diverses religions. Parce que quand on parle de radicalisation menant à la violence, c'est important le mot menant à la violence. En fait, c'est le résultat d'un symptôme, c'est la manifestation d'un symptôme qui est plus profond que le passage à l'acte. On voit des gens qui traversent des périodes de vulnérabilité psychologique. On a des situations de rupture familiale. On a des gens qui se sentent, ça peut être réel ou perçu, exclus du débat de société, donc se marginalisent. Donc, on voit tout un profil, toute une panoplie de personnes qui vont se radicaliser, qui n'a absolument rien à voir qu'avec la religion d'islam ou d'autres formes d'engagement politique. Oui. Est-ce qu'il y a un processus, disons, typique de radicalisation, c'est-à-dire une démarche type, en quelque sorte, qui peut mener quelqu'un à la radicalisation? Non, en fait, pas forcément, parce que le processus de radicalisation, c'est un processus non linéaire. Hein. Chacun prend son chemin pour arriver à comme on dit, tout chemin mène à Rome. Donc, chacun va rentrer dans un processus différent pour finalement se radicaliser. Mais on trouve quand même des points de convergence qui vont venir. Et quels sont-ils? Oui, on parle de tous les passages de vulnérabilité psychologique, tantôt que je vous ai dit, la vulnérabilité psychologique. C'est toujours des gens qui vont passer qui traversent une période de vie difficile. Là, on va voir parfois des échecs personnel ou professionnel, on va voir parfois des gens qui ont eu des déceptions autant dans le milieu familial que le milieu professionnel. Donc, c'est la combinaison de toute une panoplie de facteurs qui vont amener une personne à se diriger progressivement vers ce processus. Entre le moment l'impact aussi, j'imagine, des sites Internet qui peuvent être visités, des conversations qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux, j'imagine que ça peut contribuer aussi. Absolument. Vous savez, on se lève pas un matin, bonjour, je suis radical violent. Ça n'existe pas. La personne qui se radie, il y a toujours un questionnement au départ, une remise en question de ce que j'appelle le vivre ensemble. Par la suite, il y a toujours une rencontre entre la personne qui se questionne et un individu, ce que j'appelle, c'est des agents de radicalisation. Ces gens qui ont des discours simplistes, populistes, qui vont venir donner le discours que la personne en situation de vulnérabilité veut entendre. Par la suite, la personne va se retrouver, va aller sur Internet pour chercher la réponse à ces questionnements, et voici la personne, comment elle rentre dans le processus de radicalisation. Il y a eu des études qui ont été faites d'ailleurs très récemment en Belgique, où on a pris des jeunes, par exemple, qui ont été déjà exposés aux idéaux radicales et à des jeunes qui n'ont jamais été confrontés à ces idéaux. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette étude? C'est que le jeune qui a été déjà confronté aux idéaux radicaux aura tendance à faire de la sélection naturelle dans un texte où on parle de radical violent, qu'un jeune dont on présentera un texte radical. Donc, il va aller retenir avant tout les idées qui confortent son point de vue. Absolument. Donc, c'est pour ça que je te dis que les gens ne se radicalisent pas sur Internet. L'Internet, c'est vraiment un catalyseur, c'est un moteur d'accélération. Il y a toujours la rencontre entre un individu vulnérable puis un autre qui est là pour faire de l'emprise mentale, comme ce qu'on parle d'emprise sectaire. Selon les chiffres du mois de janvier, il y a 9 des cas que vous avez traités qui ont été transférés à la police. Dans quel contexte vous transférez le dossier à la police? Écoutez, première chose, il faut comprendre que le Centre, on est un organisme à but non lucratif. Nous sommes très, très autonomes des services de police et des services de renseignement. On n'a pas de lien. Les gens qui par contre, vous prenez la responsabilité de dire s'il y a vraiment quelque chose qui peut mener à qui peut mettre en péril la sécurité de l'individu ou de la population, vous transférez l'info. On le fait comme tous les professionnels du milieu de la santé, on le fait. Donc, c'est une obligation légale. Donc, quand la personne appelle la ligne du centre qui fonctionne 24 sur 24, 7 sur 7, 7 jours sur 7, on leur dit deux choses. La première chose qu'on leur dit, c'est que l'appel est confidentiel. La deuxième chose, c'est de dire, écoutez, s'il y a un enjeu de sécurité, à la fois pour la personne ou pour la collectivité, on va devoir informer la police. Je vous dirais, depuis le mois de mars à aujourd'hui, nous avons reçu pratiquement plus de 600 appels. De ces 600 appels, on a environ 130 appels qui ont nécessité une intervention directe, c'est-à-dire j'ai dû dégager, envoyer et dépêcher sur le terrain nos psychologues, les travailleurs sociaux pour rencontrer les familles.
Et de ces appels, on a environ 9 qu'on a dû transférer à la police pour davantage d'investigation, pour la simple raison que je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait un enjeu de sécurité pour la personne ou pour la communauté ou la collectivité. Mais dans tous les cas, je suis la seule personne habilitée à décider oui ou non de transférer un cas à la police. C'est 9 cas sur 600 appels. Vous voyez, c'est très, très minime. L'expertise que vous avez développée ici au Québec, vous allez très bientôt l'exporter à l'étranger, en France et en Belgique notamment. C'est déjà fait. C'est déjà fait. On a la Belgique qui a décidé vous savez, en Occident, tout le monde cherche la meilleure approche pour aborder la question de la radicalisation. Et nous, ce qu'on dit, au Québec, on est le champion de la prévention. Et lorsqu'on parle de radicalisation, malheureusement, à une certaine époque, on a été influencé par la dynamique internationale. Donc, on a beaucoup misé sur l'approche ultra-sécuritaire. C'est qu'on a dit, on va revenir à nos sources, nos valeurs québécoises, qui est la prévention de la criminalité. Et c'est cette approche qu'on a proposée autant aux Québécois qu'à l'ensemble de la communauté internationale. Et les gens sont très séduits et ça fait ses preuves. On a eu des succès depuis la dernière année. Donc, la Belgique a décidé de créer un centre similaire au nôtre, absolument pareil. La France également, notamment à Bordeaux. Et on va recevoir dimanche le secrétaire des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui vient évidemment visiter nos centres pour voir cette approche, comment on peut travailler au niveau international. Donc, oui, le Québec, on est reconnu comme étant une société très proactive par rapport à cette question de la radicalisation. Bien, c'est un très beau modèle qui se développe chez nous et souhaitons que ça porte ses fruits. D'ailleurs, vous me disiez tantôt que ce sera un modèle aussi exporté ailleurs au Canada, n'est-ce pas? Absolument. Il y a cette volonté de créer d'autres centres ailleurs au Canada. D'accord. Herman de Paris Okomba, merci d'avoir été là et bonne continuation. Merci beaucoup. Depuis quelques mois, le Centre Montréal autochtone offre des cours de langue amérindienne autant aux Autochtones qu'à la population de Montréal en général. Et pour nous présenter l'offre de cours de ce centre et aussi la mission de l'organisme, on reçoit Bérénice Mollen-Dupuis. Elle est chargée de projet en éducation au Centre Montréal autochtone. Madame Mollen-Dupuis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, ça me fait plaisir. Alors, racontez-nous quels sont ces cours de langue que vous offrez depuis déjà quelques mois, depuis, je crois, début de l'automne, c'est ça? Oui, en fait, les cours ont débuté environ à la fin du mois de septembre. Les cours qu'on offre présentement, c'est du CRI d'Abbé James, du Mohawk et l'Innu. Donc, c'est les 3 langues qu'on a visées pour commencer ce projet-là qui est assez nouveau. Pour nous aussi, pour le centre, c'est très nouveau comme projet. Oui, et ces 3 langues-là ont été sélectionnées parce qu'il y a beaucoup de gens de ces communautés-là à Montréal? Est-ce que c'est pour ça? Oui, bien en fait, on y est allé un peu... c'est quand même un peu une expérience aussi, parce qu'on sait que la demande, elle est là. On s'est dit, bon, ben on va enseigner le Mohawk parce qu'on est sur le territoire Mohawk ici, à Montréal. Avec les 3 réserves amérindiennes. C'est ça, les 3 communautés qui sont là, puis la population qui est très proche. Puis il y a beaucoup de Montréalais d'origine Mohawk là, qui vivent sur l'île. Ensuite, on s'est dit, bien, l'Innu, c'est une des langues les plus parlées au Québec et le CRI aussi. Puisque ça a fait en même temps, c'est qu'on a pu toucher à la population autochtone, CRI, anglophone et Innu, francophone. Donc, on voulait essayer de toucher un peu à tout, mais il y a tellement d'autres langues qu'on voulait enseigner, mais on savait qu'on avait... C'est ça, pour l'instant, vous débutez avec ces 3 langues-là. Ouais. Et vous avez obtenu une subvention du gouvernement fédéral pour lancer ce programme-là, n'est-ce pas? Oui, en fait, on a fait une demande il y a 1 an maintenant à Patrimoine Canada. Ils ont un programme qui s'appelle l'Initiation aux langues autochtones dans leur programme autochtone, en fait. Et nous, on a fait cette demande-là. On a reçu environ 37 600 $ pour offrir des cours de septembre jusqu'à mars. Donc, nos cours vont se terminer en mars. Et ça a été... en fait, on était super contents parce qu'on s'y attendait pas non plus là, d'avoir cette subvention-là, mais ça aide beaucoup à un programme dans lequel on voulait absolument aller, justement, offrir des cours de langue. C'était important. Sans ce coup de pouce-là du ministère du Patrimoine, ça serait pas... On ne serait pas capable. Les coûts sont assez élevés. Juste en gestion du projet, c'est assez élevé. Puis des enseignants, ça coûte quand même de l'argent à payer.
Et j'imagine que le matériel didactique pour apprendre aussi ces langues-là, c'est disons, moins fréquent que pour d'autres langues où il y a justement plusieurs écoles de langue ou des langues qu'on étudie au primaire ou au secondaire. Oui, bien, il y a des langues qui ont du matériel didactique, puis ce qui donne bien, c'est que le Cri, l'Innu et le Mohawk ont tous des centres linguistiques. À Kahnawake et Kanesatake, il y a 2 centres culturels et linguistiques, donc nous, on a pu travailler un peu avec eux. Chez les Inuits, il y a le centre Tchakapèche à Sept-Îles, donc eux, ils ont beaucoup de matériel. Et les Cris aussi, si je ne me trompe pas, c'est à Wapmagotsui ou à Chisasibi, je ne me souviens plus, mais eux aussi ont un centre culturel et langue. Il y a du matériel, mais il coûte très cher. Des dictionnaires Cris, ça peut aller jusqu'à 70-80 $. Puis, même chose pour les dictionnaires Inuits. Donc, pour le matériel, on y est allé un peu on n'a pas tant acheté que ça, mais c'est les profs qui font leur propre matériel. Ils vont aussi avec ce qui va dans le cours, comment les élèves... Parce que vos cours sont tous, parlons justement des élèves qui assistent à vos cours, comme je le disais d'entrée de jeu, ce n'est pas que des cours qui sont suivis par des gens issus des communautés autochtones. Il y a aussi des gens d'autres cultures qui vont suivre ces cours-là, n'est-ce pas? Oui, bien, la plus grande portion de nos élèves sont autochtones, pas nécessairement de la communauté pour la langue à laquelle ils étudient. Comme par exemple, dans notre cours d'Innu, on a un Atikamekw qui parle couramment l'Atikamekw, mais il voulait apprendre l'Innu aussi, donc il s'est inscrit au cours d'Innu. Mais il y a une partie, environ 25% des élèves sont non autochtones. Mais nous, c'était pas un programme qu'on voulait exclusivement autochtone non plus. C'était vraiment, on a priorisé les gens d'origine autochtone. Mais on l'a ouvert à la population. Et à quel besoin ça répond des cours comme ceux-là, particulièrement pour les gens des nations autochtones? Est-ce qu'il y a une perte un peu de la connaissance de leur langue d'origine, disons ça comme ça? Mais en fait, c'est qu'il y en a, il y a différents niveau, je dirais, de connaissance des langues autochtones chez un autochtone. Soit il parle la langue, soit il l'a déjà parlé, mais il ne le parle plus, ou soit il ne l'a jamais parlé. Donc, et à Montréal, c'est assez difficile de parler sa langue quand on est en ville, puis qu'on est peut-être des seuls Inuits ou Cris ou Mohawk dans son environnement. Il y a aussi les jeunes autochtones qui sont élevés en ville, donc qui n'ont pas été sur communauté, donc qui n'ont pas baigné dans la culture linguistique. Et donc, c'est ça. Je vous dirais qu'on est un peu en perte les gens perdent tranquillement la langue, mais ce cours-là, les cours qu'on reçoit, les cours qu'on offre, en fait, je vous dirais, bouche un trou un peu pour ceux qui veulent se reconnecter ou ceux qui veulent carrément apprendre la langue qu'ils n'ont jamais connue. Concrètement, ces cours-là, chaque programme, ça dure combien de temps? C'est combien d'heures? Ils sont tous faits un peu sur le même... ils sont faits sur le même... même modèle? Même modèle, oui. C'est ce qu'on a décidé de faire, c'est 2 sessions, une de septembre à décembre, une autre de janvier à mars. Chaque session offre 12 cours de 2 heures. Donc, c'est à peu près... Si une personne fait tout le cours, il fait 48 heures de cours de langue en tout dans ce projet-là. Et j'imagine les élèves sont classés par niveau? Oui, mais on a vraiment demandé à ce que ça soit débutant. Okay. Par contre, il y a des personnes qui parlent le Cri couramment, mais eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apprendre à écrire le Cri, la syllabique Cri. Donc, le prof va pouvoir s'adapter à travers ça. Mais on s'est vraiment plus attardé à ceux qui étaient plus comme débutants. Et parlez-nous d'une de vos enseignantes. Vous avez entre autres une poétesse, Innu, oui. Joséphine Bacon, qui fait partie de votre groupe d'enseignants. C'est votre centre qui l'a recrutée pour donner ces cours-là? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, quand on a développé le projet, j'avais déjà en tête d'avoir Joséphine Bacon. Puis je me disais, peut-être qu'elle ne voudra pas, elle est très occupée. Et parce que j'avais déjà eu des cours d'Innu avec elle, puis ça avait été offert par Présence autochtone, ceux qui font le festival Présence autochtone. Oui. Donc, j'avais eu des cours avec elle et j'avais trouvé ça super intéressant.
Elle est très bonne en plus comme enseignante. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Là, je l'ai approchée, elle dit, oui, ça me tente. Puis elle est très ouverte, elle est pas... c'est quelqu'un de très... comment je pense ça, proche des gens. Donc, elle était tout de suite, elle voulait, puis elle est contente de continuer. Comme hier, c'était le cours, justement. Elle est super contente de continuer, puis elle espère que ça se perpétue encore jusqu'en septembre, puis les années prochaines, puis elle veut continuer. Ça peut se continuer. Oui. D'accord. En terminant, il nous reste tout juste une minute. Je veux en apprendre un peu plus sur le Centre Montréal autochtone. Donc, vous offrez des cours de langue, mais vous ne faites pas non plus que ça. Quels sont les autres services que vous offrez? En fait, nous, on est un centre d'amitié. On fait partie du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et celui le regroupement national des centres d'amitié du Canada. Nous, c'est d'offrir des services culturellement adaptés puis culturellement sécurisants à la population autochtone. Pas seulement ceux qui vivent à Montréal, mais ceux aussi qui sont de passage, parce que les Autochtones, en fait, on est très nomades, donc on se promène beaucoup. Il y en a qui peuvent rester ici 1 mois ou 2, ou revenir juste 1 semaine. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est des services. On est en train de préparer à ouvrir une clinique, comme je pourrais dire, culturellement sécurisante. On donne des cours de danse de cerceau, de danse de powwow. On a des soirées d'artisanat. On a des cercles de lecture pour les enfants. Donc, on essaie vraiment d'avoir... toutes sortes de façons de s'assurer que les gens issus des nations autochtones puissent quand même garder un contact avec la culture de leur nation, même s'ils sont dans la grande ville. Oui, justement. Puis aussi, on est ouvert aux Allochtones, donc, vu qu'on est un centre d'amitié. Bon. Bien, écoutez, Bérénice Mollen-Dupuis, merci d'avoir été là. Bonne chance pour la suite aussi, en souhaitant que votre financement puisse être renouvelé. On espère. Merci à vous. Merci. Ne bougez pas, on vous présente de nouveaux coups de cœur communautaires après la pause. À tout de suite. De retour à cette édition de nos coups de cœur communautaires du bulletin. Dans quelques instants, vous verrez une entrevue avec un représentant de la Fondation du cancer du sein du Québec. Mais dans un premier temps, on vous présente les services du Pas de la rue, un organisme qui vient en aide aux gens de 55 ans et plus en situation de grande précarité. Le début d'hiver rigoureux que nous avons connu n'est pas de tout repos, bien évidemment, pour les personnes en situation d'itinérance. Si des haltes chaleur sont disponibles en période de grand froid, certains organismes font pression pour les rendre accessibles même lorsque la température est moins froide. Et nous aborderons aujourd'hui ce sujet et plusieurs autres avec notre invité, Robert Baudry. Il est directeur d'un organisme qui s'appelle Le Pas de la rue. Monsieur Baudry, bonjour. Bonjour, Monsieur McCarver. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, on va parler de votre organisme pour le faire découvrir à nos téléspectateurs, mais avant, je veux qu'on parle de toute la question des haltes chaleur. Donc, il y a eu une grosse vague de froid au début du mois de janvier. Le 4 janvier, il y a eu une mauvaise interprétation de température qui a fait qu'une halte chaleur n'était pas ouverte, l'autre l'était. Dans un premier temps, à quoi ça ressemble, à quoi elles ressemblent dans le fond ces haltes chaleur? En fait, les haltes chaleur de base, c'est des lieux qui déjà ont des opérations pendant la journée de centre de jour où ils reçoivent les gens qui sont en situation d'itinérance. Par exemple, la halte chaleur qui n'a pas ouvert cette nuit-là, c'est St. Michael's Mission. À chaque jour, ils vont recevoir dans un sol d'église 200 personnes qui sont en situation d'itinérance, des personnes qui viennent là manger, soupe populaire, etc., avec très, très peu de moyens. Et à quel endroit ça se situe? C'est situé juste en dessous de l'église au Toit-Rouge, qui est en plein cœur du quartier des spectacles. Okay. L'autre endroit, c'est l'Anonyme, en fait, qui est un local un peu plus dans l'est. Donc, les haltes chaleur, c'est un projet qui avait été créé par la Ville de Montréal pour offrir une réponse aux problématiques là, de froid, parce que on le sait, ça a un impact là, direct, là, ces gens qui vont coucher dehors, qui sont pas nécessairement dans les refuges. Parce que les personnes en situation d'itinérance peuvent bénéficier de places en refuge lorsqu'il y a des places de disponibles, évidemment. Ça, je suis pas convaincu qu'il y en a suffisamment. Vous me corrigerez si je me trompe, là. Ben, en fait, il y a des projets spéciaux pendant les protocoles d'hiver où il y a une navette de la mission OBM qui passe un peu partout dans la ville de Montréal pour récupérer les gens. Et les refuges ne refusent personne.
pendant le temps des fêtes. Donc, absolument personne. Les gens qu'on retrouve généralement dans les haltes chaleur, c'est ceux qui n'ont pas pu avoir accès à cette navette-là ou qui ne veulent tout simplement pas aller dormir dans les grands refuges comme OBM, la Maison du Père, etc. pour différentes raisons. Soit ils sont intoxiqués, soit qu'ils ont des problèmes de comportement ou soit que c'est pas un endroit qui les ressemble. On parle des communautés autochtones. Pour eux, souvent, c'est difficile de se retrouver dans des organisations là, comme OBM ou comme la Maison du Père. OBM, qui est la mission Brewery, qui est la qu'on mission connaît, Brewery. qu'on connaît plus, Oui. sous ce Absolument. nom-là. Donc, les haltes chaleur, à partir d'un certain degré Celsius qui est atteint à l'extérieur, ces deux haltes chaleur-là ouvrent. C'est 27 degrés Celsius, moins 27, bien évidemment, en ce moment. Donc, il y a eu une confusion. Il y en a une qui a ouvert, l'autre qui n'a pas ouvert. Est-ce qu'on sait pourquoi? Ben en fait, on sait très bien pourquoi, parce que c'est pas nécessairement une mauvaise interprétation de la température, c'est que George, le directeur général de cet organisme-là, lui avait un mandat de la ville d'ouvrir à la température de moins 27 degrés Celsius et travaille avec les agents de police qui lui ont donné l'information d'ouvrir ou pas ouvrir. Il faut aussi savoir que cet organisme-là travaille avec très, très peu de moyens. Donc, ils ont une subvention de la ville pour les haltes chaleur, mais ça couvre pas tous les frais. Ils ont 2 personnes qui travaillent à temps plein. C'est une permanence de 2 personnes. Le reste, ce n'est que des bénévoles. Et ce sont les mêmes personnes qui vont ouvrir les haltes chaleur. Donc, pour l'organisme, c'est un peu aussi une question de vie ou de mort. Est-ce que j'ouvre pas? Mais malheureusement, c'est la même chose aussi pour les gens qui sont à l'extérieur. Donc, on se retrouve effectivement face à un dilemme. Mais pourquoi? Pas nécessairement parce qu'il y avait une mauvaise interprétation de la température, mais parce que les ressources sont absentes pour bien financer les haltes chaleur. Parce qu'on s'entend tous pour dire que on devrait réduire au maximum le nombre de degrés dans les haltes chaleur pour accueillir le plus de personnes possible, parce qu'on ne devrait laisser personne à la rue. Mais encore faut-il avoir les ressources en tant qu'organisme pour pouvoir les accueillir. Selon vous, la solution, ce serait que la Ville de Montréal ou d'autres paliers de gouvernement investissent plus massivement? Absolument, ou même la communauté, parce que c'est un problème qui implique les gouvernements, mais aussi c'est un problème qui touche la communauté. On s'offusque avec les haltes chaleur, mais au final, on devrait plutôt s'offusquer par le fait qu'il y a des gens qui couchent à l'extérieur. Donc ça, c'est choquant. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? On investit. Et oui, ça prend des investissements qui sont beaucoup plus conséquents que seulement 20 000 pour ouvrir à certains moments dans l'année. Il y a plusieurs organismes qui travaillent avec les personnes en situation d'itinérance. Le Pas de la rue, l'organisme que vous dirigez, en est un, qui a une mission très, très précise, très particulière, c'est de s'occuper des aînés en situation d'itinérance. Des gens de 55 ans et plus. Donc, de 55 ans et plus. Il y en a, et c'est une clientèle, en quoi cette clientèle-là, elle est différente des autres clientèles? En fait, on le voit au Québec, mais dans toutes les grandes villes, on a un vieillissement de la population qui s'accélère. C'est la même chose au niveau de l'itinérance. On voit de plus en plus de personnes en situation d'itinérance âgées, pour différentes raisons. Parce que quand on a 55 ans, souvent, la vie peut basculer en un claquement de doigts. Une perte d'emploi, un deuil, des problématiques de consommation, etc. Et c'est très difficile de s'en sortir parce que la plupart de nos programmes sont adaptés pour les gens qui sont dans la trentaine, les jeunes, les gens de 40 ans. Mais à partir du moment qu'on est dans la cinquantaine, c'est beaucoup plus difficile. Et avant d'avoir la pension de vieillesse, on a quand même à peu près 10 ans, là, si on parle de entre 55 et 65. Donc, c'est souvent une période où les gens sont très fragiles parce qu'ils peuvent sombrer très, très vite et c'est très difficile de les en sortir. Donc, le Pas de la rue a été créé il y a presque une vingtaine d'années par les petits frères pour pouvoir offrir une réponse aux gens qui étaient en situation d'itinérance, mais qui étaient aussi en situation de vieillissement. Et quel service vous offrez à votre clientèle? En fait, on offre un continuum de services vraiment très adapté pour cette clientèle-là qui commence par l'intervention de proximité, où on envoie des gens directement chez les personnes qui seraient à risque d'itinérance ou dans des lieux publics où on va trouver des gens en situation d'itinérance pour leur offrir un service d'écoute, d'aide, de référence et d'accompagnement. Donc, vous n'intervenez pas qu'auprès de gens qui sont en situation d'itinérance, vous essayez de prévenir que d'autres personnes tombent dans cette situation-là. On veut fermer la porte d'entrée de l'itinérance puis ouvrir la porte de sortie de l'itinérance, essentiellement. Donc, notre intervention de proximité va rejoindre ces gens-là pour le prévenir. Va accompagner aussi les gens qui fréquentent notre organisme pour aller vers des démarches autant auprès de la santé, auprès du judiciaire, auprès de l'emploi. Ensuite, on a un centre de jour qui est ouvert 6 jours par semaine. Ça, c'est important de le dire. Depuis avril, on ouvre également les dimanches. Donc, pour permettre aux gens de briser l'isolement, de pouvoir se retrouver avec des intervenants psychosociaux qui vont être là dans un accompagnement. On dit c'est nos personnes accompagnées. On les accompagne dans leur démarche. On offre un service de sécurité alimentaire où on va offrir des petits déjeuners et des dîners
On offre un service d'infirmerie aussi sur place pour les gens qui auraient des problématiques de santé et ultimement un programme qui vient tout juste d'ouvrir de 8 logements de transition pour les préparer à retourner en appartement. Donc, ces logements-là sont situés à quel endroit? Juste à côté de notre organisme. Donc, vous êtes sur le boulevard René-Lévesque? On est sur le boulevard René-Lévesque, dans l'îlot Sainte-Brigide, cette magnifique église-là qui a été restaurée, qui réunit une dizaine d'organismes communautaires qui travaillent en itinérance, en préemployabilité, pour la jeunesse, etc. Si nos téléspectateurs veulent contribuer d'une manière ou d'une autre à votre organisme, j'imagine comme la plupart des organismes à but non lucratif, vous êtes à la recherche de dons, d'aide. Absolument. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent faire pour vous aider? Ils peuvent prendre contact avec nous parce que, en fait, on a autant besoin d'argent qu'on a besoin de main-d'œuvre. On a autant besoin de savoir spécifique, professionnel, que des gens qui sont là juste pour venir accompagner les gens qui fréquentent notre organisme. On a besoin de beurre de pinot pour nos petits déjeuners, mais on a besoin aussi d'ordinateurs. Donc, les besoins sont très grands. On a des locaux. On a des locaux qui sont très bien situés, très bien fonctionnels. On a des intervenants chevronnés, mais on a besoin d'un apport. Donc, ils peuvent nous contacter directement par téléphone ou sur notre site Internet. Nous suivre sur Facebook, c'est une façon aussi de voir ce qu'on fait. D'accord. Bien, toutes ces coordonnées apparaissent au bas de l'écran. Robert Baudry, merci d'avoir été là. Merci à vous. Et bonne continuation avec Merci. Le Pas de la rue. Plusieurs d'entre vous ont certainement connu des gens qui ont été atteints de cancer. Chez les femmes, c'est le cancer du sein qui frappe le plus souvent. Et afin de sensibiliser les gens à cette maladie, nous recevons le vice-président de la Fondation du cancer du sein du Québec, Maxime Dumais. Monsieur Dumais, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Cancer du sein qui est, je le disais d'entrée de jeu, le cancer qu'on retrouve le plus souvent chez les femmes. Quelles sont les données les plus récentes qu'on a là-dessus? Oui, bien, vous l'avez dit, c'est le plus souvent diagnostiqué. C'est aussi la deuxième cause de mortalité par cancer. Donc, chez les femmes en général, c'est la première cause de mortalité par cancer chez les 20 à 49 ans. Donc, le pendant de ça, par contre, il y a un taux de survie à 5 ans de 88 %. Donc, il y a aussi une bonne nouvelle, si on peut dire. Et ça, c'est un taux qui est en progression? Qui est en progression, oui. Le taux de mortalité a diminué de 43 % depuis 1986, en partie grâce à la recherche, aussi parce que les programmes de dépistage permettent de trouver des cancers un peu plus tôt. On en trouve aussi plus. Donc, mais dans le chiffre absolu, c'est à peu près 6 000 nouveaux cas par année de cancer du sein, puis 1 350 décès. Ça, c'est à l'échelle du Québec. Au Québec, oui. Donc, ce qui est quand même considérable. Puis, ça touche une femme sur 9 au Québec, puis qui va avoir un cancer du sein. Une femme sur 30, devrait en mourir. Et la Fondation du cancer du sein, existe depuis combien de temps? Ça a fait 20 ans l'année dernière, donc depuis 1994. D'accord. Et quelle est votre mission? Notre mission, principalement, est financer la recherche. Il y a aussi l'autre volet qui est de soutenir les femmes qui ont le cancer du sein, aussi faire valoir leur intérêt. Et un troisième volet qui est toutes nos campagnes de sensibilisation, d'éducation à la santé du sein, donc qui s'adresse à la population en général. D'accord. Et les services de soutien que vous les offrez évidemment aux femmes qui sont victimes de cancer, j'imagine aussi à leurs proches qui auraient besoin d'informations ou de soutien? Oui, effectivement. Bien, c'est sûr que quand il y a un diagnostic de cancer, ça touche tout le monde, toute la famille. Chez les femmes, il y a une composante particulière avec le cancer du sein qui va toucher l'image corporelle, l'estime de soi, donc le soutien psychologique. On offre une ligne de soutien, par exemple, de l'aide financière parce que malheureusement, on ne met pas ça dans notre agenda, on va avoir un cancer du sein, donc c'est pas quelque chose pour lequel on est préparé financièrement, ça a un impact aussi. On travaille avec des organismes communautaires, des centres hospitaliers dans les milieux où les femmes sont pour donner différents services aux femmes et à leurs proches, comme vous avez dit. D'accord. Un de vos axes importants de votre action, c'est vraiment la prévention ou d'éviter autant que possible ou de détecter le plus tôt possible ce qui a à être détecté. Oui. Et vous me parliez tantôt qu'il y a vraiment 3 pratiques qui existent dans le fond pour s'assurer de la bonne santé des seins. Oui. Quelles sont ces pratiques? Il y a 2 choses. Un, pour la prévention ou réduire son risque, on parle d'adopter des saines habitudes de vie, qui va nous aider peut-être à réduire notre risque d'avoir un cancer du sein. Mais par contre... arrêt tabagique, j'imagine? Il y a les classiques, bien, qui sont... il y a plusieurs études qui démontrent qu'il y a un lien
de cause à effet entre le tabagisme, l'absence d'activité physique, le surpoids, la consommation d'alcool. Il y a des facteurs aussi qui sont non modifiables. Donc, il y a des choses comme l'âge des premières menstruations, par exemple, le fait ou non d'avoir un enfant avant l'âge de 30 ans. Donc, c'est des choses sur lesquelles on a moins d'emprise. Et de ce qu'on a compris aussi, peut-être certaines prédispositions génétiques. Exactement, aussi. On connaît bien BRCA1, BRCA2, dont le cas Angelina Jolie a fait les manchettes. Qui sont des gènes, dans le fond. C'est des mutations. Tout le monde a ces gènes-là, mais il y a des mutations spécifiques donc sur ces gènes-là qui vont favoriser l'apparition d'un cancer. Parce qu'une cellule cancéreuse, un cancer du sein comme tous les cancers, c'est une cellule de notre corps qui a subi des transformations. Disons, c'est comme il y a un escalier à franchir et il y en a qui ont une prédisposition à avoir la moitié du chemin de fait, voire le 3/4 du chemin de fait. Donc ensuite, le risque ils se mettent à se multiplier de façon désordonnée. Exactement, de façon incontrôlée, ils échappent au contrôle du système immunitaire. Donc, il y a ça qu'on peut faire pour prévenir. Les 3 pratiques dont je vous ai fait mention, ça ne changera pas le fait ou non d'avoir un cancer du sein, mais ça peut nous aider de mettre toutes les chances de notre côté dans l'éventualité où on a un cancer. C'est-à-dire, ce qu'on parle, c'est l'observation des seins, donc un geste que les femmes peuvent faire elles-mêmes, chez elles, de façon régulière. Ce qu'on appelait avant l'auto-examen, mais vous avez changé la terminologie. En fait, l'auto-examen des seins existe encore, mais elle n'est plus enseignée. Parce qu'il y a des études qui ont démontré, que ça n'avait pas d'effet pour réduire la mortalité et ça pouvait créer une certaine anxiété chez les femmes qui sentaient qu'ils n'avaient pas toutes les connaissances pour le faire correctement, donc ils préféraient ne pas le faire au lieu de le faire par contre. Nous, ce qu'on se dit, c'est connaissez votre corps, soyez à l'affût d'un changement qui est récent mais qui est persistant. Donc, on demande aux femmes de connaître ce qui est normal pour elles. Et les gens connaissent la masse, qui est le principal signe de cancer du sein, mais il y a d'autres signes aussi qui peuvent apparaître au niveau de la peau, au niveau du mamelon. Il y a des formes de cancer, par exemple, cancer du sein inflammatoire qui est plus rare, qui ne va pas développer de masse palpable, mais ça va être un peu comme des couches au niveau de la peau, qui peut apparaître sur le mamelon, on va voir une enflure rougeur, ça peut être une douleur, des mangeaisons. Donc, s'il y a quelque chose d'anormal qui se produit sur votre sein et qu'il n'y a pas, vous venez pas de changer de crème hydratante ou quelque chose comme ça, puis qui persiste, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Et il y a aussi la mammographie. La mammographie. Entre ça, il y a l'examen clinique qui peut être fait par un médecin et la mammographie qui est offerte pour les femmes asymptomatiques. Donc, ils n'ont pas de signes, de 50 à 69 ans. C'est un programme du gouvernement du Québec qui est offerte à chaque 2 ans. Donc, c'est les 3 pratiques que nous, on préconise pour les femmes pour mettre toutes les chances de leur côté en cas de cancer du sein. Et pour la mammographie, si une femme a, par exemple, des antécédents familiaux de cancer du sein, oui, j'imagine qu'il est possible pour son médecin de lui prescrire à ce moment-là une mammographie plus tôt que 50 ans. Oui, il peut arriver. Chaque cas est différent. Par contre, il faut faire attention. La mammographie, à un certain âge, est moins efficace. C'est-à-dire que pour des seins plus denses, donc souvent c'est chez les femmes plus jeunes, la mammographie n'a pas démontré son efficacité. Les masses sont plus difficiles à détecter. Donc, on peut passer chez certaines qui ont une mutation connue, par exemple, qu'on a BRCA1, BRCA2, on peut penser à une résonance magnétique. Il peut y avoir des échographies qu'on a senti une masse pour vérifier si c'est un kyste, par exemple, et non une masse cancéreuse. Donc, il peut y avoir d'autres examens complémentaires avant de passer une mammographie pour les femmes plus jeunes. Mais c'est possible, effectivement, qu'un médecin recommande à une femme de passer une mammographie. Et on parle beaucoup du cancer du sein chez la femme, évidemment, mais chez les hommes aussi, il y a des cas de cancer du sein. C'est beaucoup plus rare. C'est environ Quel sur les 50 à 60 cas par année, je vous disais, sur les 6 000. Donc, un peu moins d'1%. Par contre, les signes sont semblables. Donc, pour les hommes, c'est une masse aussi la même chose. Ça peut être au niveau du mamelon. Et malheureusement, les hommes ont tendance, de façon générale, à négliger un petit peu peut-être les signes qui pourraient indiquer un problème de santé. Si on ressent quelque chose, on ne se dira pas que c'est un cancer du sein. Non, effectivement. Mais le bon côté, c'est que les traitements sont sensiblement les mêmes. Donc, un homme qui voit un signe, qui pense qu'il y a une masse ou qu'il y a quelque chose qui est anormal qui est sur son mamelon, pas hésiter aussi à en parler avec son médecin. Et la survie après 5 ans où la rémission est semblable pour les hommes et les femmes? Un peu moins élevé. Le chiffre exact pour les hommes, là, je ne le connais pas, mais est un peu moins élevé pour différentes raisons, notamment parce que les hommes vont consulter plus tard. Puis aussi, il y a une plus forte composante de cancers génétiques, donc des cancers avec une mutation BRCA1, BRCA2, qui est surreprésentée chez les hommes. Donc, c'est des cancers qui peuvent apparaître plus jeunes, peuvent être plus agressifs dans certains cas. Mais le taux de survie est quand même relativement bon. D'accord.
Il nous reste 30 secondes. Évidemment, une fondation comme la vôtre a besoin de fonds du public pour être capable d'opérer. Vous faites, j'imagine, des campagnes de financement? Oui, principalement, bon, il y a le mois d'octobre, le mois de sensibilisation au cancer du sein, que les gens, je pense, connaissent bien. Mais tout au long de l'année, sur notre site Internet, on bénéficie de l'appui de plusieurs personnes qui font on appelle des initiatives communautaires. Donc, les gens qui sont dans leur milieu font des levées de fonds pour nous. Ou sinon, sur notre site aussi, il y a des produits qu'on peut acheter à l'effigie de la Fondation. Donc, rappelez-nous l'adresse de votre site Internet. rubanrose.org. rubanrose.org. Maxime Dumais, donc vice-président de la Fondation du cancer du sein du Québec. Merci d'avoir été là. Merci. Restez avec nous, on termine cette édition spéciale du Bulletin tout de suite après la pause. Pour conclure cette édition spéciale du Bulletin, nous vous présentons une nouvelle coopérative de brasseurs qui s'est installée en plein cœur de l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie. Une première coopérative de solidarité brassicole a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Montréal. Située dans Rosemont-la-Petite-Patrie, elle réunit un total de 5 brasseurs. Et pour en apprendre davantage sur cette entreprise d'économie sociale, nous recevons Marc Bélanger. C'est l'un des fondateurs et le directeur général de la coopérative qui s'appelle Ma Brasserie. Monsieur Bélanger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est bien le fun. Bien, ça nous fait plaisir. Et dites-nous, l'idée de créer cette coopérative de solidarité-là, elle vous est venue comment? Ça fait quelques années, en fait, moi, j'ai commencé à brasser de la bière commercialement dans une autre brasserie. J'étais, on appelle ça un gypsy brewer, donc je me suis installé là-bas, on m'a permis de faire ma bière avec mes propres équipements installés dans une brasserie qui avait déjà son permis. Alors, j'ai commencé comme ça, puis à ce moment-là, moi, mon plan était clair, je voulais faire un établissement, un resto-pub où je ferais ma bière sur place. Mais j'avais quand même eu l'idée de démarrer éventuellement une microbrasserie où on pourrait partager des équipements avec plusieurs brasseurs. Parce que, dans le fond, une brasserie, techniquement, la plupart des brasseries ne brassent pas à pleine capacité, tout simplement parce qu'ils sont seuls à utiliser les équipements. Alors, donc, en se partageant les équipements, il y a une réduction de coûts pour chacun des membres de la coopérative. Il y a une réduction de coûts. On optimise le calendrier de brassage, on optimise les équipements. Oui, c'est exactement ça. Et vous avez choisi de vous installer dans Rosemont-la-Petite-Patrie. De ce que j'ai compris, il y a quelques-uns des brasseurs qui sont membres de la coopérative qui œuvraient déjà dans Rosemont. Oui, absolument. En fait, sur les 5 membres de la coopérative, les membres brasseurs, il y en a 3 qui sont installés dans Rosemont-Petite-Patrie. Il y a le brouhaha, je suis le fondateur, copropriétaire du brouhaha. Il y a Hildegarde, qui est installée sur la rue Beaubien dans Rosemont. Puis la succursale qui est sur la rue Masson, la promenade Masson. D'accord. Et les 2 autres brasseries qui font partie, quelles sont-elles? Noire et Blanche, qui est à Saint-Eustache, sur le bord de la rivière, et Apart, pardon. Apart, c'est une association de personnes qui œuvraient déjà dans le monde de la bière dans le coin de Québec. D'accord. Donc, vous avez ouvert il y a quelques semaines? Oui. C'est bien ça? On a eu, notre permis de brassage en octobre. Et nous avons ouvert boutique, commencé à vendre la bière juste quelques semaines avant Noël. D'accord. Et la particularité de votre projet, c'est aussi de ne pas être qu'un lieu de partage d'équipements. Vous voulez aussi intégrer un élément de centre d'interprétation, on pourrait dire presque d'économiser pour faire découvrir le travail de brasseurs de microbrasserie. Oui, absolument. Moi, j'ai une passion, c'est le brassage, et j'aime partager cette passion-là. Puis c'est vraiment la notion de partage qu'on veut mettre en place. En travaillant ensemble, plusieurs brasseurs, déjà, la mission, les objectifs, c'est qu'on partage nos connaissances et on veut aussi partager. Donc, on est en train de mettre en place une école de brassage, centre d'interprétation. On va mettre des bornes interactives, exemple dans le salon de dégustation, pour montrer c'est quoi le brassage. Puis, le salon de dégustation en lui-même, il y a d'énormes hublots où on voit vraiment les brasseurs travailler.
Donc, ce salon d'interprétation, de dégustation existe déjà, est déjà ouvert au public, c'est ça? Il ouvre au mois de février. Au mois de février. Donc, à partir du mois de février, les gens pourront aller vous rendre visite sur place, c'est ça? Oui, exactement. OK. Et comment se porte le milieu de la microbrasserie au Québec? Parce que il y en avait, disons, moins auparavant, de microbrasserie. Je crois constater qu'il y en a plus. Maintenant, est-ce que je me trompe? Il y a de plus en plus de microbrasseries? Il y a vraiment de plus en plus de microbrasseries. Il y a encore plusieurs projets en ce moment en développement. La Régie des alcools a plusieurs demandes sur leur bureau en ce moment. Oui, ça se porte très bien. Les gens, de plus en plus, aiment boire local, boire un produit et consommer en général plus localement. Donc, c'est bon pour nous. C'est bon pour les microbrasseries. Puis, de plus en plus, on va voir des microbrasseries ouvrir dans des régions. Même à Montréal, il n'y en a pas tant que ça si on considère la population de Montréal. Nous, juste dans Rosemont, il y a une certaine proximité, mais on est quand même très éloigné considérant la population. Puis, tous nos établissements vont très bien, puis on n'est nullement des compétiteurs, au contraire. Ouais. Et quels sont les défis que l'industrie de la microbrasserie doit relever? Parce que je me souviens, il y a quelques années, on entendait parler des problèmes de distribution qu'ils pouvaient avoir dans les grandes chaînes de supermarchés, où c'était peut-être plus difficile d'accéder à des produits de microbrasserie, à part les très grosses microbrasseries, bon, que ce soit la traditionnelle Boréal ou la Griffon ou d'autres. Est-ce que c'est plus facile maintenant pour les microbrasseries que d'accéder aux grandes surfaces, aux épiceries? Oui, c'est un peu plus facile. C'est pas encore parfait, mais ça s'améliore beaucoup. Les épiceries, finalement, se sont rendus compte qu'il n'y avait pas le choix d'offrir de la microbrasserie parce que le client le demandait. Auparavant, il fallait se faire lister, il fallait dépenser de l'argent pour pouvoir être listé dans une grande chaîne. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas parce que la plupart des grandes chaînes ils ont mis en place un portefeuille de bières de microbrasserie. Il y a encore des problèmes au niveau du refroidissement, par exemple. Souvent, on va prendre une bière de microbrasserie, elle va être au chaud plutôt qu'être dans un réfrigérateur. Mais même ça tend à s'améliorer. Donc, ce que vous essayez d'avoir, c'est une équité de traitement par rapport aux très grands brasseurs, les Molson Coors et InBev de ce monde, pour qu'au minimum, vous soyez dans des frigos comme la bière plus commerciale. Le problème, c'est que ces grosses brasseries-là donnent de l'argent pour être dans les frigos. Donc, si je comprends bien, les supermarchés, les grandes chaînes vendent l'espace de tablette. Donc, pour que vous puissiez être sur une tablette, vous devez payer un montant. Les brasseurs ne le font pas. Parce que j'imagine que vous n'avez pas les moyens de toute façon. Donc, les brasseurs n'ont pas les moyens. C'est simplement le consommateur qui a le droit de vote, finalement, qui demande, puis qui demande, puis à force de demander, les commerçants achètent des frigos, mais ils vont acheter le frigo eux-mêmes plutôt que de se le faire payer. Okay. Donc, dans le fond, plus les gens vont consommer de bière de microbrasserie, plus il y aura de demandes, donc plus les supermarchés risquent d'en avoir sur les tablettes. Oui, mais ça cause en ce moment autre chose. Les grandes brasseries, maintenant, sortent des produits de spécialité ou achètent des très grosses microbrasseries américaines, puis arrivent ici, à mettre ces produits-là sur le marché, puis les consommateurs ne peuvent pas nécessairement toujours savoir que c'est Molson ou Labatt qui est derrière un produit. Donc, ce sont des produits de spécialité du même type que les bières de microbrasserie artisanales, mais qui appartiennent quand même à des grandes brasseries. Il nous reste qu'une minute. Je veux parler avec vous d'un autre projet, peut-être un peu plus à long terme que vous avez, c'est-à-dire de faire pousser votre propre houblon sur le toit de l'édifice où votre coopérative est située. Sur le toit, ça risque d'être difficile. Malheureusement, avec les études qu'on a faites, il faudrait vraiment investir dans le bâtiment qui ne nous appartient pas. Dès le printemps, nous allons faire planter du houblon. Mais ce ne sera pas sur le toit, ça va être... En devanture. Sur le toit, c'est difficile. On avait plutôt comme projet de faire pousser peut-être des herbes qu'on utilise dans nos bières sur le toit. Mais pour le houblon, ça nécessiterait une infrastructure trop
trop coûteuse, considérant que le bâtiment est assez âgé. Puis que la toiture, dans son état actuel, ne pourrait pas supporter ça. Bien, on va vous souhaiter un bon développement, une belle continuation de vos activités. En terminant, rappelez-nous l'adresse où vous êtes situé pour que nos téléspectateurs, à partir du mois de février, puissent aller visiter vos installations. Bien, on est au 2300 Haute à Montréal. C'est en face des Archives nationales, quelques rues au sud de la rue Rosemont. On est déjà ouvert le jeudi et le vendredi, on vend notre bière pour apporter. Donc, on a un dépanneur. Okay. Donc, on peut déjà aller vous visiter. On peut déjà aller acheter des canettes de bière à tous les jeudis et vendredis. Et aussitôt qu'on ouvre le salon de dégustation, le dépanneur lui-même va avoir des plus longues heures d'ouverture. D'accord. Bien, Marc Bélanger, donc directeur général et un des fondateurs de la coopérative Ma Brasserie, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. C'est tout pour cette édition spéciale du Bulletin. Merci à l'équipe qui l'a préparé, Jason Paré à la recherche, Guillaume G. Pilote aux caméras et Laërcio Bastos à la réalisation. Au nom de l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se revoit dans ces jours pour un nouveau Bulletin. À la semaine prochaine.